Hebdocom sur BFM Business. Dans notre focus aujourd'hui, on va parler des plateformes de streaming et notamment de Netflix qui retrouve sa puissance depuis quelques mois. 13 millions d'abonnés supplémentaires au dernier trimestre, 1 an et demi après de l'arrivée d'abonnements moins chers avec publicité. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Maxime Guény, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous. Tu es journaliste pour Média Plus, spécialisé médias, contenu et plateformes. Et à tes côtés, Raphaël Grabli. Bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être là, tu es rédacteur en chef adjoint de Tech & Co. Alors d'abord, on a posé la question à nos téléspectateurs sur LinkedIn. Avec la hausse des prix de toutes les plateformes, êtes-vous obligé de faire des choix? Réponse assez évidente, oui à 83%. Donc là, on voit bien que le pouvoir d'achat reste le cœur du sujet comme toujours. Donc faire des choix. Mais est-ce que c'est cet abonnement moins cher avec publicité qui a sauvé Netflix, là, on l'a vu, et qui a réussi à séduire des nouveaux utilisateurs? Maxime. Sauver, c'est un mot un peu fort, mais ce qui est certain, c'est qu'à travers cette nouvelle offre avec publicité, il y a eu un effet booster. Accumulé à un autre phénomène, l'arrêt du partage de code Netflix. Donc là, vous avez une offre moins chère, à 5,99 €. Vous imaginez, 5,99 €, c'est même pas le prix d'un ticket de cinéma. Donc c'est hyper attractif. Et à ajouter à cela, aujourd'hui, on le voit dans les chiffres, c'est 5 millions d'utilisateurs actifs dans le monde par le biais de cette offre très attractive. Ça a joué, l'arrêt du partage des codes à ce moment-là? Oui, l'arrêt du partage des codes, ça a joué parce qu'il y a l'abonnement à 5,99 €, mais c'est aussi le prix d'un abonnement supplémentaire d'un abonné supplémentaire sur son abonnement. Et en fait, tout ça, c'est des revenus en plus pour Netflix. Et si on devait résumer la stratégie, c'est, bon, l'ultra-croissance est terminée. Maintenant, à la fois, il faut aller chercher, je dis souvent ça comme ça, maintenant, les abonnés avec les dents, parce que quand on a des parts de marché comme celle de Netflix, c'est très compliqué d'avoir des nouveaux abonnés. Donc, pour gagner plus d'argent, il y a deux solutions. Soit on réduit les coûts, et ce n'est pas la stratégie Netflix, soit on veut faire payer plus cher ceux qui sont abonnés. Et donc, par le partage de compte, c'est une solution. Et avec, effectivement, l'arrivée de ces abonnements avec publicité, ça marche plutôt bien. Après, non, ce n'est pas ça qui va sauver Netflix, mais ça permet quand même d'attirer, toujours dans l'idée d'aller chercher les abonnés avec les dents, d'attirer des abonnés qui n'allaient pas venir vers Netflix. Et je pense notamment à l'offre chez Carrefour. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Le partenariat que Netflix a fait avec Carrefour. Exactement, Netflix qui a fait un partenariat avec Carrefour. C'est-à-dire que maintenant, en France, dans certains Carrefour, c'est encore une offre pilote, on a des corners Netflix et on achète littéralement son abonnement Netflix à 5,99 €. Alors, tous les abonnements sont disponibles, mais l'accent est mis sur le 5,99 € entre son paquet de céréales et ses fruits et légumes. Et donc, ça montre qu'en termes de distribution, Netflix n'est plus du tout l'offre OTT, c'était over the top, l'offre à côté du reste. Maintenant, Netflix a une problématique très importante, c'est être distribué partout pour aller chercher tout le monde, sauf que cette distribution, ça a un coût, ça coûte cher pour Netflix d'être distribué, et donc forcément, ça va avec des marges qui sont grignotées, et donc pour compenser ce grignotage de marge, je crois qu'il y a marge opérationnelle, c'est 25%, 24%, donc ça reste très élevé, mais ça veut dire forcément avoir des coûts plus élevés, donc soit avec de la publicité, soit avec des tarifs en hausse. C'était urgent pour Netflix de changer ce modèle-là, de cette façon-là? Oui, parce qu'on assiste à ce qu'on appelle un autre phénomène qui s'appelle la subscription fatigue, la fatigue de la souscription. Les gens sont fatigués à l'idée de payer toujours et tout le temps. Aujourd'hui, en moyenne, en France, à chaque foyer a à peu près 2 comptes de services de vidéo à la demande par abonnement. Donc 2 comptes, donc ça augmente un peu au fil des années, mais il y a encore 40% de Français qui n'ont pas encore accès à ce genre d'offres. Donc il y a vraiment un truc à creuser, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils vont sur des offres hybrides, mêlant publicité, mêlant un peu de payant, et je crois que ça fonctionne bien parce qu'en fait c'est un mouvement global. Ça touche non seulement Prime Video aussi, Disney+ qui s'y met, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Netflix d'il y a 10 ans n'est plus ce qu'il n'était. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain aussi. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir de nouveaux revenus qui vont arriver. Ces nouveaux revenus vont être affiliés à la fabrication de nouveaux programmes, même si pendant très longtemps Netflix investissait énormément. Aujourd'hui, ils se ressentent sur moins de production, mais des productions beaucoup plus qualitatives. Rationalisées, on va dire. Exactement, rationalisées, pour finalement toucher le chaland. Tu disais quelque chose d'intéressant, tu disais ce n'est plus du tout le même Netflix qu'il y a 10 ans. D'ailleurs, on se rappelle que Netflix s'était lancé en disant il n'y aura jamais de pub sur la plateforme. C'est ça.
Oui, on dit ça, et puis Facebook disait ce sera toujours gratuit, et puis finalement il y a de la pub sur Netflix, et Facebook il y a du payant, voilà. Donc tous les modèles, ce qui est marrant c'est que tous les modèles convergent quand même vers du sorte de freemium où on a une partie avec pub et une partie payante. Mais ce qui est important, je reviens sur la question LinkedIn, c'est cette question de fatigue d'abonnement et de mise en place de certaines stratégies pour réduire les coûts du point de vue de l'utilisateur, de l'abonné. Et on le voit beaucoup aux États-Unis, un peu moins en France. La stratégie, c'est justement d'abandonner certains abonnements, du churn, c'est-à-dire vraiment du désabonnement. Et donc, typiquement, le comportement, c'est je suis sur Netflix, j'ai une série qui va arriver, je vais la regarder, puis ensuite, je vais me désabonner. Et puis forcément, je me réabonnerai, mais 6 mois plus tard, et donc je n'aurai pas payé 5 mois. Stratégie à laquelle répond évidemment Netflix en arrêtant de diffuser des séries d'un coup, mais en mettant des épisodes petit à petit, voire une partie un mois, puis l'autre partie 3 mois plus tard, ce qui fait qu'on se dit je ne vais pas me désabonner pour un mois, allez, je paye le 3e mois. Parce que la véritable nouveauté de Netflix, c'est vrai qu'à l'époque, c'était on fait une consommation intense de 12 épisodes de 52 minutes, et puis finalement, il se répercute à travers un modèle plus traditionnel, plus linéaire, comme tu l'as dit, de 2 épisodes chaque jour, pour faire revenir à chaque fois l'abonné et finalement que son abonnement au fil des mois soit renouvelé. C'est-à-dire que maintenant, on a Netflix avec des séries une fois par semaine et de la pub. Oui, ça commence à ressembler quand même sérieusement à TF1. Ça ressemble à la télé, Netflix qui commence à rajouter du sport, on va y revenir juste après. Mais la plateforme ne communique pas officiellement les chiffres sur la France, mais selon quelques professionnels de la pub, cet abonnement à 5,99 € serait en train de franchir la barre du million. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas tant que ça sur les 22 millions d'abonnés en France C'est beaucoup, en si peu de temps, je trouve qu'avoir un million, c'est plus que significatif. Et puis la tendance, effectivement, la pente est assez raide, donc tant mieux pour Netflix. Et encore une fois, c'est l'abonnement pour aller chercher ceux qui n'étaient pas abonnés à Netflix et qui peut-être demain en auront marre de la pub et iront sur un abonnement plus cher et ne passeront plus par l'abonnement à 10,99 € qui était l'abonnement standard qui a été supprimé. Netflix, là, depuis quelques semaines, quand on veut se passer de la pub, on est directement à 13,49 €. Donc en fait, maintenant, le gap entre le pub et le sans pub, il est énorme. Et donc c'est vrai que d'une part, c'est des nouveaux abonnés avec pub et le revenu publicitaire, il est important, mais il faut se rappeler qu'il y a le revenu publicitaire et les 6 € par mois. Il y a quand même un double revenu. Donc en termes de chiffres, c'est quand même assez significatif, avec l'espoir que derrière, l'abonné passe vers le sans publicité. Et là, on est beaucoup plus cher qu'avant. Donc encore une fois, on revient sur cette stratégie d'aller chercher des nouveaux abonnés. Et puis ensuite, une fois qu'on a ces abonnés, d'essayer de les faire payer le plus cher, soit avec... en les incitant à prendre du sans pub, soit avec du partage de comptes, soit avec des options, etc. Mais l'offre avec pub reste minoritaire aujourd'hui. Même si c'est 1 million, la principale partie de la population aujourd'hui a un Netflix sans publicité. Ça reste un produit d'appel. Et justement, sur les revenus publicitaires, selon le Wall Street Journal, la pub pourrait représenter plus de 2 milliards de dollars l'année prochaine, soit environ 6% des revenus. J'ai envie de dire que 6% des revenus. Sous ce prisme-là, ça paraît vraiment minime. Moi, je retiens 2 milliards. 2 milliards, c'est énorme, c'est assez énorme. Ouais. À titre de comparaison, la grille de TF1, par exemple, c'est un peu moins d'1 milliard d'euros. 687 millions. Avec 2 milliards, vous pouvez en faire des choses et des nouveaux contenus. Donc, ouais, c'est plus que significatif. Et puis, c'est le revenu de la pub sur ces abonnements avec pub. Mais le revenu de l'abonnement, il y a aussi les 6 € par mois. Donc, ces abonnements parce que c'est pas gratuit avec pub, c'est payant avec gratuit, pub. Oui, c'est ça. Mais sauf que là, on paye en plus 6 € par mois. Et puis après, maintenant, effectivement, pour Netflix, le grand combat, c'est de mieux valoriser cette publicité, d'attirer les annonceurs. C'est un métier qui est nouveau pour Netflix. Donc, on peut imaginer que ces 2 milliards, ils se transforment en 4, en 6, en 8 milliards par la suite, parce qu'ils vont aussi apprendre, alors ils ont déjà bien entamé les choses, mais enfin, ils vont apprendre à aller chercher des annonceurs, ce qui n'était pas le cas, ils sont en train d'apprendre ça, et donc on peut imaginer qu'ils vont apprendre à beaucoup mieux valoriser leur contenu, et donc ce chiffre... Mieux vendre la pub. Et des annonceurs qui sont super bien servis, parce que Netflix... On sait très exactement qui est le profil, qui consomme, combien de minutes. Donc, exactement, c'est hyper ciblé. Donc, en gros, si vous voulez de la personnalisation de publicité, c'est tout bénéfice pour eux. Et c'est tout le sujet, parce que c'est tellement ciblé que, selon le Wall Street Journal, le coût pour 1000 est plus élevé que sur les autres plateformes. Donc, pour l'instant, il y a de quoi quand même refroidir les annonceurs, même si peut-être qu'à terme, les coûts pourront baisser. Je ne sais pas, je pense que l'idée, c'est plus de laisser monter le coût le plus possible. L'avantage de Netflix, c'est l'histoire. Ils sont là depuis très longtemps. Donc, comme tous les acteurs qui sont là depuis très longtemps, ils ont des tas d'informations sur nous et ils ont nos habitudes. Ils nous connaissent mieux que Disney. C'est sûr, beaucoup mieux que Disney. Et ça a beaucoup de valeur. Et puis surtout, le catalogue, la base de données, j'ai envie de dire, est bien plus importante. Puisque sur Disney, on est entre du contenu
quand je dis pour adultes, enfin des films voilà, plutôt pour les parents et les films pour les enfants. Mais c'est les deux grands axes. Netflix, il y a quand même une diversité d'offres qui est plus importante. Et donc, Netflix, c'est tout le monde en fait. Exactement. Donc, Netflix, mais en fait, ils nous connaissent tellement bien que vous savez, les petites vignettes qui donnent envie de regarder les vignettes, c'est hyper stratégique. En fonction de ce que vous allez regarder, il y a par contenu, par titre, une 60aine de vignettes qui vont se recréer. En fonction, je ne sais pas, si vous aimez les films à l'eau de rose, eh ben vous allez avoir une vignette dans cette thématique pour que vous puissiez accrocher et avoir envie de consommer parmi les, on le rappelle, 7000 titres. On comprend mieux pourquoi on met des heures à trouver le bon contenu. L'autre nouveauté de Netflix, c'est que la plateforme investit dans le catch, retour à la télé, et prévoit la diffusion de Raw. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée d'investir autant pour acheter des droits qui coûtent si cher? Bonne idée. Aujourd'hui, la consommation Netflix, elle est boostée par la fiction. Ensuite, c'est le documentaire. Et aujourd'hui, le sport rentre dans cette nouvelle optique. Tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, Netflix a une logique d'aller accrocher de nouveaux abonnés. Et les nouveaux abonnés, ce n'est pas le public mainstream, c'est le public spécifique. Donc, ils vont aller sur de la niche. Et aujourd'hui, le catch représente des abonnés qui sont extrêmement fidèles, extrêmement engagés sur la plateforme. Donc, ils vont grignoter cette part de marché supplémentaire. C'est toujours un plus pour eux. Donc, ils investissent. Et au-delà du sport, il y a aussi tout ce qui est divertissement qui se développe de plus en plus. Télé-réalité, cooking show ou encore dating, pour ceux qui aiment ça. Oui, sur les sports, je pense que c'est une stratégie qui est partagée d'ailleurs avec tout le monde. Là, pour le coup, tous les acteurs partagent, puisque Prime avec Roland-Garros, avec la Ligue 1, Apple avec la MLS aux États-Unis. Donc, clairement, le sport, c'est un énorme levier. Et d'ailleurs, sans avoir les droits, ils font quand même du sport. Formula One, la F1, on va se rappeler, oui, les droits, c'est chez Canal, mais enfin, c'est Netflix qui a tout fait, qui a fait le boulot. Canal, ils ont eu de la chance parce qu'ils sont liés, ils ont réussi à avoir un contrat, super contrat avec la F1. Mais enfin, voilà, ils arrivent quand même avec sur le sport, la série Breakpoint sur le tennis. Enfin voilà, ils peuvent accrocher le sport par plein d'angles différents. Par de la fiction. Par de la fiction, enfin par du documentaire qui est parfois pas très dans de la fiction. Après, sur le sport, je suis d'accord avec l'angle d'attaque, c'est-à-dire prendre des sports un peu de niche pour essayer de trouver des communautés qui sont très très fortes, c'est-à-dire pas forcément extrêmement nombreuses, mais qui vont quasiment tous y aller, entre guillemets. Après, sur d'autres sports où on a des montants qui sont colossaux, sur le foot, ça par exemple, voilà, Amazon, même Amazon n'a plus tellement envie de payer pour la Ligue 1. Donc, à mon avis, ça dépend vraiment des sports. Et je pense que chaque communauté, pour chaque sport, est vraiment très étudiée. Et finalement, peut-être que les sports les plus mainstream sont ceux qui arriveront peut-être pas sur ces plateformes, finalement. Et pour terminer, donc, la pub, le sport, à votre avis, c'est quoi le next step de Netflix ? La prochaine étape, effectivement, c'est une accentuation de la personnalisation des contenus, l'utilisation massive de l'intelligence artificielle pour avoir vraiment du ciblage de visionnage. Et puis, la prochaine étape, ce sera, je crois, la fusion d'autres acteurs. Aujourd'hui, le top 3, c'est Netflix, Prime Video, Disney+. Et il y a Paramount Plus qui arrive, mais il y a des volontés de fusion entre différents services. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui va fonctionner à l'avenir, ce sont des gros groupes hyper puissants, hyper bien marketés, qui permettront au public de consommer, comme il se doit, du bon contenu. Oui, moi je pense que forcément, il va y avoir la disparition de plateformes et des contenus qui vont être aspirés. Concernant Netflix sur le contenu, alors c'est pas un pari, c'est une question que j'arrête pas de me poser et j'imagine qu'ils m'ont pas attendu qu'ils se la posent depuis des années, c'est l'info. Quand on est Netflix aujourd'hui, on est TF1 quasiment, enfin je veux dire en France, on a ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'on se lance dans l'info? Alors l'info hard news façon BFM d'ailleurs, je crois pas trop. Alors certains diront que ça rebute aussi les annonceurs, même si BFM arrive à gagner de l'argent, mais je veux dire l'info telle quelle, je suis pas sûr. C'est pas forcément leur métier. Par contre, du sociétal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils font du documentaire. Le passage du documentaire à du magazine un peu plus sociétal, c'est vraiment une question que je me pose. En tout cas, je trouve que c'est un contenu qui pourrait parfaitement coller avec ces plateformes, sans que ce soit du hard news, un passage. Voilà, j'ai envie de dire un peu tiède, petit à petit, subtil vers de l'info. J'imagine qu'ils l'envisagent et c'est quelque chose qui ne me surprendrait pas. Voilà. Bon, on verra. Merci Maxime Guény, journaliste pour Média Plus. Merci d'avoir été avec nous. Merci Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint chez Tech & Co. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment partout en replay, podcast et sur le site de BFM Business. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Hebdocom sur BFM Business.